Ma femme, pur produit de la haute bourgeoisie du 16e arrondissement, a esquissé ce sourire méprisant qui lui était si naturel avant de lancer d'une voix glaciale. C'est ça, va-t'en. Je te donne une semaine pour réaliser l'ampleur de ton erreur. J'ai posé mon trousseau de clés sur l'îlot en marbre de Carrare de la cuisine et je suis sorti sans ajouter un mot. Le silence était ma seule réponse. Au petit matin, le calme a été brisé par les hurlements de son père au téléphone. La banque venait de l'appeler en urgence. Qu'est-ce que vous avez fabriqué, Théodore? Adriana, elle, vivait encore dans l'illusion que je n'étais qu'une ombre sans le prestige de son nom de famille. Je m'appelle Pierre Dumont. J'ai 46 ans, et voici l'histoire de la façon dont j'ai appris que la femme que j'avais épousée n'avait jamais vraiment cherché à savoir qui j'étais derrière le gendre idéal. J'ai rencontré Adriana de Montmorency il y a 15 ans, lors d'une vente aux enchères caritatives à l'hôtel Drouot. Elle avait 25 ans, elle était magnétique, immobile devant un monnaie comme si elle en saisissait la moindre nuance de lumière. Moi, j'en avais 29, je gérais un petit portefeuille d'investissement avec une rigueur de métronome, et j'étais assez naïf pour croire que l'assurance de cette caste était le reflet d'une compétence réelle. Son père, Théodore de Montmorency, régnait sur l'un des plus prestigieux cabinets de gestion de fortune de la place de Paris. Quand nous nous sommes fiancés, il m'a glissé une confidence que je n'oublierai jamais. Pierre, j'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise l'arithmétique du pouvoir. Adriana a du goût, elle a l'île, mais le goût ne bâtit pas des empires. Alors, cet empire, je l'ai bâti pour lui. Pendant 14 ans, j'ai restructuré l'intégralité du groupe de Théodore. J'ai créé des holdings complexes, mis en place des stratégies d'optimisation fiscale chirurgicale et transformé un cabinet régional de gestion de patrimoine en une véritable puissance financière nationale. Je l'ai fait dans l'ombre, avec cette discrétion feutrée qu'on impose à ceux qui entrent par alliance dans la vieille noblesse d'affaires. Je laissais Adriana briller dans les vernissages du Marais, siéger au conseil d'administration des galeries les plus en vue et s'attribuer tout le mérite d'œuvres philanthropiques que je finançais et structurais moi-même depuis mon bureau de l'avenue Matignon. Je me persuadais que la reconnaissance publique n'avait aucune importance, mais au fond, le mépris finit toujours par laisser des traces. Ce soir-là, nous étions dans notre appartement de l'avenue Montaigne, face aux lumières scintillantes de la tour Eiffel. Adriana rentrait d'un gala de l'opéra, marchant pieds nus sur le marbre froid, un verre de vin à la main comme s'il s'agissait d'un accessoire de scène. J'examinais des actes de fiducie complexes sur le plan de travail. Encore en train de te perdre dans tes fichiers Excel? A-t-elle lancé d'un ton d'un ennui mortel. Ce sont ces fichiers qui paient ce millésime que tu sirotes, ai-je répondu sans lever les yeux. Elle a ri. Un rire sec, dirigé contre moi. Pierre, mon chéri, ne sois pas vulgaire. Tout ici m'appartient par droit de naissance. Le vin, cette vue, l'air même que tu respires. C'est mon père qui a érigé tout ce monde. Un froid glacial s'est propagé dans mes veines. Ton père a érigé un nom, Adriana, ai-je dit avec une précision chirurgicale. Moi, j'ai construit l'architecture invisible qui l'empêche de s'effondrer. C'est ça, va-t'en, a-t-elle répété avec un rictus de dédain. Je te donne une semaine de liberté. Tu reviendras en rampant dès que tu réaliseras que tu n'es qu'une pièce rapportée, insignifiante sans ce patronyme. Je l'ai fixée intensément. Elle était sincère. Elle me voyait comme un élément de mobilier. Utile, décoratif, mais parfaitement remplaçable. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti mes clés. L'appartement, la voiture de fonction, l'accès sécurisé à l'ascenseur privé. Je les ai alignés sur le marbre, une par une, dans un silence de mort. « Qu'est-ce que tu fais » a demandé Adriana, dont le ton changeait imperceptiblement. « Tu m'as demandé de partir, ai-je dit calmement. Alors, je m'exécute. Je pars. J'ai pris mon manteau de cachemire et je me suis dirigé vers le vestibule. C'est ça, dégage. A-t-elle crié derrière moi, retrouvant son arrogance. De toute façon, j'en changerai les serrures dès demain matin à la première heure. Je n'ai pas daigné répondre. La porte lourde s'est refermée avec un déclic étouffé, définitif. J'ai descendu les 6 étages par l'escalier le service, fuyant l'ascenseur, car j'avais besoin de ces quelques minutes pour clarifier mes pensées. Une fois dans le hall, j'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un message groupé à 3 avocats spécialisés dans le droit des affaires et le patrimoine. Un seul mot, lourd de conséquences.
Exécuté. Je ne suis pas allé à l'hôtel. Je suis monté dans une berline discrète que j'avais acquise quelques mois auparavant via une SCI dont Adriana ignorait l'existence. Je me suis rendu à mon bureau privé, un espace que je gardais secret, loin du faste de l'avenue Montaigne. C'était ici, dans ce sanctuaire de haute technologie, que j'avais passé 2 ans à préparer méticuleusement ce moment de bascule. Assis devant les écrans, j'ai observé les algorithmes commencer leur balai silencieux, redirigeant les accès de 17 comptes pivots. Il n'y avait rien d'illégal. C'était le démantèlement chirurgical d'une structure que j'avais moi-même érigée. À 3 heures du matin, la ligne de crédit de trésorerie de Théodore a été automatiquement gelée par la banque. À 4 heures, le fonds de dotation de la galerie d'Adriana a été marqué par le système pour un audit de conformité approfondi. À 5 heures, la fiducie gérant le bail de l'appartement de l'avenue Montaigne m'en a transféré le contrôle exclusif en vertu des clauses de sauvegarde que j'avais insérées des années plus tôt. Je me suis adossé à mon fauteuil, fermant les yeux un instant. À l'autre bout de la ville, Adriana dormait sans doute encore, drapée dans sa certitude d'avoir triomphé. Elle ignorait que dès l'aube, son monde ne répondrait plus à ses ordres. Le soleil pointait à peine sur les toits de Paris quand le téléphone de Théodore de Montmorency s'est mis à vibrer. J'avais programmé les alertes pour qu'elles s'enchaînent comme des dominos. D'abord les facilités de crédit, puis les comptes opérationnels, et enfin les protocoles de fiducie. Chaque notification était une décharge de panique envoyée directement aux responsables de ces différents départements. J'étais en train de savourer un expresso serré en regardant la ville s'éveiller quand mon propre téléphone a vibré. C'était Théodore. Je l'ai laissé sonner 3 fois jusqu'au répondeur. Au 4e appel, j'ai fini par décrocher. « Pierre, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» La voix de Théodore était tendue, mais je sentais la faille derrière son autorité de façade. « Bonjour, Théodore, ai-je répondu d'une voix neutre. Ne me joue pas la comédie du bonjour. Je viens d'être réveillé par la banque. Ma ligne de secours est bloquée. Il parle d'un défaut d'autorisation de garde. C'est exact, ai-je confirmé. Un silence lourd s'est installé. Explique-toi, a-t-il fini par lâcher. J'ai retiré mes garanties personnelles hier soir. Cette ligne de crédit reposait sur mon statut de fiduciaire principal. Sans ma signature électronique active, le système bloque automatiquement tout nouveau tirage. Pierre, ce n'est pas le moment de plaisanter. Nous avons les salaires du cabinet à verser demain. Les salaires passeront, les comptes d'exploitation sont protégés. Cependant, tout accès au crédit discrétionnaire est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Je l'entendais respirer lourdement, cherchant une faille juridique. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Ta fille m'a mis à la porte, Théodore. Je m'exécute. Mais en partant, j'emporte mes garanties avec moi. Tu ne peux pas simplement. Il s'est interrompu. Il savait. Il se souvenait des documents qu'il avait signés avec une confiance aveugle quand il avait besoin que je sauve son empire de la faillite. Soudain, j'ai entendu la voix d'Adriana en arrière-plan, stridente et déjà au bord de l'hystérie. Qu'est-ce que tu veux dire? La banque a appelé. Mais il est à peine 7 heures du matin. La voix de Théodore est devenue étouffée alors qu'il tentait de couvrir le combiné. Adriana, ton mari a retiré ses garanties de gestionnaire. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Exigea-t-elle. Théodore a repris la ligne. Pierre, où es-tu? Est-ce vraiment pertinent? Nous devons nous voir. Tout de suite. Je ne pense pas, Théodore. J'ai décidé d'accorder à Adriana ce qu'elle réclamait. De l'espace. 1 semaine, je crois. Voyons comment votre nom de famille se comporte sans mon infrastructure. J'ai raccroché net. 30 secondes plus tard, c'était Adriana qui tentait de me joindre. La curiosité l'a emporté, j'ai décroché. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle sifflé? Bonjour à toi aussi, Adriana. Ne joue pas au plus fin avec moi. Mon père dit que tu as gelé les comptes. De quel droit? Je n'ai rien gelé du tout. J'ai simplement déconnecté mes propres systèmes. Il s'avère que lorsqu'on demande à l'architecte de quitter l'édifice, les fondations deviennent instables. Tu es devenu fou. Non, je suis redevenu précis. Si tu t'imagines que je vais ramper pour que tu reviennes.
Je ne veux pas que tu rampes. Je veux que tu apprennes ce que tu as toujours refusé de voir. Tout ce luxe, ces structures de fiducie, ces accès privilégiés. Tout cela repose sur mon nom et mon travail. Hier soir, j'ai simplement retiré la clé de voûte. Sa voix a craqué, la panique perçant enfin sous la colère. J'ai coupé la communication et éteint l'appareil. Dehors, le flux des Parisiens partant au travail s'intensifiait. Dans l'appartement de l'avenue Montaigne, Adriana commençait à comprendre que ses codes d'accès ne valaient plus rien, tandis que son père réalisait l'ampleur du désastre financier qui s'annonçait. À la mi-journée, l'univers d'Adriana s'était réduit à une suite de transactions refusées et de silence numérique. Elle était prostrée dans le salon d'apparat, son MacBook Pro ouvert sur les genoux, fixant avec hébétude des messages d'erreurs cryptiques qu'elle était incapable de déchiffrer. Son assistante personnelle restait aux abonnés absents, son styliste fétiche de l'avenue Georges V venait de décommander leur séance d'essayage, et même son service de conciergerie privée affichait un message laconique. Compte en cours de régularisation. C'est dans ce silence oppressant que sa meilleure amie, Monica, a fait irruption sans même passer par l'interphone. Monica avait été sa binôme à HEC, sa demoiselle d'honneur, la confidente de chaque vernissage et de chaque escapade à Saint-Tropez. Elles avaient partagé 2 décennies de secrets. Ou du moins, c'est ce qu'Adriana s'était plu à croire. J'ai appris la nouvelle, a lancé Monica en s'enfonçant dans le canapé en cuir pleine fleurs sans attendre d'invitation. Appris quoi? A rétorqué Adriana, tentant de masquer son trouble derrière une morgue de façade. Que Pierre a claqué la porte. Et que tout ton château de cartes est en train de s'effondrer. Adriana a redressé la tête, les yeux injectés de colère. Comment es-tu au courant? C'est lui qui me l'a dit, a simplement lâché Monica. L'air est devenu irrespirable dans la pièce. Qu'est-ce que tu entends par il te l'a dit? Monica a sorti son iPhone et a fait défiler l'écran sous les yeux d'Adriana. Des messages, des dizaines, échangés entre elle et moi depuis des mois. Des conversations longues, nocturnes, stratégiques. Avant que tu n'entres dans une rage folle, a précisé Monica d'une voix posée, ce n'est pas ce que tu imagines. Nous n'avions pas de liaison. Pierre m'a contacté il y a 6 mois parce qu'il s'inquiétait pour toi. Pour le naufrage de votre couple. Pour cette version de toi que tu es devenue. Tu complotais avec mon mari dans mon dos. A étranglé Adriana, la voix brisée. Je t'ai regardé le détruire à petit feu pendant des années, a rectifié Monica. Lors de chaque dîner en ville où tu ridiculisais son expertise, lors de chaque gala au crayon où tu le présentais comme ton intendant avec ce mépris insupportable. À chaque fois que tu levais les yeux au ciel quand il tentait d'expliquer la complexité des structures qu'il gérait pour ton propre père. C'est faux. C'est une interprétation malveillante. A balbutié Adriana. C'est la stricte vérité, a coupé Monica. Et il y a 3 mois, quand tu m'as confié, entre 2 coupes de champagne, que tu comptais demander le divorce pour le déplumer avec l'armée d'avocats de ton père, j'ai prévenu Pierre. Je lui ai dit que tu préparais une exécution capitale. Adriana a senti un vertige violent la saisir. Le sol de l'avenue Montaigne semblait se dérober. Pourquoi m'as-tu trahi? A-t-elle chuchoté. Parce que je te connais depuis nos 19 ans, Adriana, et que je ne reconnais plus la femme cruelle que tu es devenue. Pierre ne méritait pas le sort que tu lui réservais. Il a été la colonne vertébrale de ta famille pendant que vous jouiez les héritiers. Monica s'est levée, ajustant son sac à main avec une froide détermination. Il m'a appelé hier soir, juste après avoir quitté cet appartement. Sa première préoccupation a été de me demander de venir voir comment tu tenais le coup. Il voulait s'assurer que tu étais en sécurité. Même après ton humiliation, il s'inquiétait encore pour toi. C'est l'étoffe de l'homme que tu viens de mettre à la porte comme un malpropre. Sors d'ici, a soufflé Adriana d'une voix tremblante. Je m'en vais. Mais garde ceci en tête. Quand tu iras chercher du réconfort auprès de ce cercle d'amis que tu penses posséder, tu réaliseras que beaucoup respectaient le talent de Pierre bien plus qu'ils n'appréciaient ton arrogance. Monica s'est dirigée vers le vestibule, marquant un temps d'arrêt sur le seuil. C'est lui qui a tout bâti, Adriana. Nous le savions tous dans le milieu. Tu étais la seule à préférer l'aveuglement. Le claquement de la porte a résonné comme un couperet. Adriana est restée pétrifiée au milieu de ses œuvres d'art hors de prix, entourée d'un luxe qui lui semblait soudain étranger,
presque hostile. Pour la première fois de sa vie, elle s'est demandé combien de pères Dieu l'avait observé, elle et son mariage, en voyant une réalité qu'elle avait jugée indigne de son rang. Son téléphone a vibré sur le marbre. Un message sec de Théodore. À mon bureau. Immédiatement. Nous devons établir un plan de gestion de crise. C'est une catastrophe. Adriana pénétra dans le bureau directorial de son père pour le trouver pétrifié derrière son bureau d'acajou, flanqué de 2 hommes qu'elle n'avait jamais vus. L'un, d'un certain âge, arborait un regard acéré sous un costume de grande mesure d'une austérité toute britannique. L'autre, plus jeune, maniait un porte-documents en cuir avec une précision de greffier. Adriana, je te présente Maître Gérard Hutchkin, notre avocat conseil, et Mark Sterling, expert en audit financier pour les Family Office, lança Théodore sans l'ombre d'une salutation. Un audit ? Balbutia Adriana. Pourquoi aurions-nous besoin d'un ? Assieds-toi, ordonna son père d'un ton sec. Elle s'exécuta, le cœur battant à tout rompre. Maître Hutchkin ouvrit un dossier marqué du sceau de la confidentialité. Madame Dumont, nous avons passé la matinée à éplucher vos comptes personnels. Nous avons mis au jour des divergences. Pour le moins alarmantes. Quelles divergences ? Au cours des 36 derniers mois, vous avez accumulé environ 2 millions d'euros de passifs personnels, répartis sur une multitude de comptes revolving et des lignes de crédit de trésorerie non garanties. L'estomac d'Adriana se noua violemment. C'est absolument impossible, murmura-t-elle, la voix soudainement grêle. Tout est consigné ici, rétorqua Mark Sterling en faisant glisser une liasse de relevés bancaires sur le cuir du bureau. Facture de maison de haute couture, location de jet privé pour vos week-ends à Gstaad, cotisation exorbitante à des clubs privés. Le tout débité sur des lignes que nous pensions être des frais de représentation du groupe Montmorency. Ce n'est pas le cas. Ce sont des engagements contractés en votre nom propre, utilisant le prestige de la famille comme caution morale. La voix de Théodore tomba comme un couperet. Tu comptais me prévenir quand, Adriana ? Que tu finançais ton train de vie par une cavalerie bancaire ? Je pensais. Commença-t-elle avant de s'étouffer. Elle pensait que l'argent était une ressource infinie, une marée qui remontait toujours. Elle supposait que Pierre, dans son ombre laborieuse, lissait les aspérités, épongeait les surplus. Votre mari n'honorait pas ses traites, précisa froidement Maître Hutchkin. Il a procédé à une séparation de fait de vos patrimoines il y a 2 ans déjà. Il gérait les charges communes et la structure du foyer, mais vos caprices personnels étaient de votre seul ressort. 2 millions d'euros, Adriana, reprit Théodore, les mâchoires serrées. Et maintenant que Pierre a révoqué ses garanties de gestionnaire, chaque créancier exige le solde immédiat de ses dettes. Elles étaient gagées sur des actifs de la holding qu'il est désormais le seul à pouvoir débloquer. La pièce se mit à tanguer. Comment se fait-il que je n'ai jamais reçu d'alerte ? Chuchota-t-elle. Parce que vous n'avez jamais daigné ouvrir un relevé, répondit Marc, avec une pointe de pitié. Les notifications arrivaient sur une adresse de gestion que vous ne consultiez jamais. Les intérêts étaient ponctionnés automatiquement sur une SCI que vous supposiez être un fonds familial. En réalité, c'était votre dot, placée dans une structure que Pierre avait créée pour vous protéger. Cette structure est aujourd'hui exsangue. Maître Hutchkin produisit un autre document, frappé du logo de la galerie d'Adriana. Nous devons également aborder le cas de l'initiative de Montmorency pour les arts. Qu'en est-il ? Demanda-t-elle, le souffle court. La galerie est techniquement en cessation de paiement depuis 18 mois. Pierre couvrait les déficits structurels par des injections de fonds propres personnels pour préserver votre réputation et celle de votre père. Ces apports ont cessé hier soir, à minuit. Théodore se leva et se posta face à la fenêtre, tournant le dos à sa fille. Le conseil d'administration s'est réuni en urgence ce matin, dit-il d'une voix sourde. Ils ont voté ta révocation immédiate de ton poste de directrice, en attendant les conclusions de l'audit. La nouvelle sera sur les terminaux Bloomberg et dans la presse spécialisée demain matin. Adriana sentit les larmes brûler ses paupières, mais son orgueil luttait encore. C'est un cauchemar. C'est la réalité, trancha Théodore en se retournant. Et nous avons 48 heures pour tenter de colmater les brèches avant que le nom de Montmorency ne soit traîné dans la boue. La fille de Théodore de Montmorency, licenciée pour faute de gestion et faillite personnelle. Réalises-tu l'onde de choc pour nos investisseurs ?
Je n'ai pas mal géré. J'ai juste. Tu as juste quoi? Explosa enfin Théodore. Tu as dilapidé de l'argent que tu n'avais pas produit. Tu as considéré que le monde était à ton service pour nettoyer tes déboires. Tu as humilié le seul homme qui maintenait ce navire à flot pendant que tu jouais les mécènes de salon. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Maître Hutchkin reprit la parole d'un ton plus neutre. Nous devons localiser Pierre et entamer une médiation. S'il consent à rétablir certaines lignes de crédit ou à signer un protocole d'accord, nous pourrions limiter la casse. Il ne le fera pas, lâcha Adriana d'une voix éteinte. Je le connais. Une fois qu'il a activé une clause de sortie, il ne revient jamais sur sa décision. Théodore dévisagea sa fille avec une lucidité cruelle. Alors il va falloir apprendre à survivre dans les décombres, dit-il. Parce qu'à l'heure qu'il est, notre nom ne pèse plus rien face à sa signature. Le lendemain, je me suis installé à la terrasse d'un petit café discret de Neuilly-sur-Seine. Loin du tumulte arrogant de l'avenue Montaigne, je prenais enfin le temps de respirer un air plus léger. J'attendais Sophie, ma fille. À 19 ans, elle étudiait l'architecture à l'École nationale supérieure des beaux-arts, et elle avait toujours possédé ce regard acéré, cette lucidité qui faisait cruellement défaut à sa mère. Quand elle est apparue, son visage ne trahissait aucune surprise. Elle s'est assise en face de moi, a posé son sac à dessin et a commandé un déca avec un calme olympien. « Alors, c'est vrai ?» a-t-elle demandé en plongeant ses yeux dans les miens. « Tu as vraiment brisé le seau ? Tu as claqué la porte. » J'ai simplement posé les clés sur le marbre, Sophie. C'est ta mère qui a choisi d'ouvrir la porte vers le vide. Sophie esquissa un demi-sourire teinté d'une tristesse lucide. Maman est en crise totale, elle frise l'hystérie. Grand-père ne sort plus de son bureau. Ils disent partout que tu as saboté l'entreprise, que c'est une trahison préméditée. J'ai repris ce qui m'appartenait, ai-je répondu sans animosité. J'ai passé 14 ans à ériger leur empire sous ma seule responsabilité de gestionnaire. Quand j'ai démissionné de mes fonctions de fiduciaire, les garanties se sont évaporées. C'est de l'arithmétique financière, Sophie, rien de personnel. Ma fille m'a observé un long moment, avec une maturité qui me rendait fier. Tu sais, papa, j'ai toujours vu le jeu. À chaque fois que maman se targuait d'une nouvelle acquisition prestigieuse ou d'un gala réussi, je regardais tes yeux. Tu étais là, dans l'ombre, à verrouiller les contrats, à anticiper les failles, à gérer les tempêtes. Elle vivait dans l'illusion que l'argent tombait du ciel par le seul miracle du nom de Montmorency. Et toi? Est-ce que cela t'impacte? Le nom, le prestige, ce prétendu héritage. Sophie secoua la tête avec une détermination tranquille. Quel héritage, papa? Un décor de théâtre? Un château de cartes qui s'envole au premier courant d'air? Je préfère construire mes propres structures, sur un sol que j'aurai moi-même sondé. D'ailleurs, j'ai pris une décision ferme. Elle sortit un dossier de son sac. C'était un formulaire administratif officiel. Une demande de changement de nom d'usage pour l'université et l'état civil. Je ne veux plus être Sophie de Montmorency sur mes projets de fin d'études. Je veux être Sophie Dumont. Je veux que mes jurys jugent mes plans et ma vision, pas le solde bancaire de mon grand-père. Une émotion violente m'a serré la gorge. C'était, de loin, la plus belle victoire de mon existence. Tu n'es pas obligée de porter ce fardeau, Sophie. Le nom Dumont est bien plus lourd à porter quand on n'a rien. Si, je le suis. Pour ma propre intégrité. Et pour te rendre justice. Nous avons discuté pendant des heures, ébauchant l'avenir. Elle me parla de ses recherches pour un complexe de logements éco-responsables à Bordeaux, un projet audacieux, pragmatique et tourné vers l'avenir. Elle était brillante, libre, et enfin affranchie des dorures fanées de son clan maternel. En la quittant, mon téléphone a vibré. Un dernier message d'Adriana. Aucune insulte, cette fois-ci. Juste une supplique désespérée. Pierre, on peut s'arranger. Papa dit que si tu ne signes pas le protocole de dégel des avoirs, nous allons devoir vendre le domaine de Deauville et la collection de chasse. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro de manière définitive. 3 mois plus tard. Je me tiens aujourd'hui sur le balcon de mon nouvel appartement, près du canal Saint-Martin. C'est un espace plus intime,
plus sobre, mais chaque mètre carré m'appartient. J'ai lancé ma propre structure de conseil, Dumont et Associés. Mes anciens clients, ceux qui savaient pertinemment qui tenaient réellement les rênes chez les Montmorency, m'ont suivi presque instantanément, apportant avec eux les capitaux que Théodore a perdus. Théodore a dû brader une partie de ses actifs historiques pour éponger les dettes abyssales d'Adriana et maintenir le cabinet à flot. Adriana, d'après les Échos mondains, s'est exilée à Nice, tentant de reconstruire un semblant de vie loin des cercles parisiens qui ricanent désormais de sa chute. Mon téléphone vibre à nouveau. C'est un message de Claire, une architecte de talent avec qui je collabore sur un nouveau programme immobilier d'envergure. Un café samedi matin? Il y a un nouvel espace dans le Marais que tu devrais absolument voir. J'ai souri en tapant ma réponse. Samedi, c'est parfait. J'ai hâte. Je regarde les lumières de Paris se refléter sur l'eau sombre du canal. Tout ce qui était artificiel, tout ce qui était bâti sur le paraître et l'arrogance a fini par brûler. Mais les fondations, elles, étaient solides. Et c'est sur ces fondations de vérité que je construis, enfin, ma propre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.